des lanceurs d'alerte. Okay, unser Et nächster nous, Talk wird von Ulrich Kerner gehalten, ein Anwalt, jetzt, der vor c'est allem politische c'est Blogger und auch Unterrichte Ulrich hält, besonders im Kerner, Rahmen qui des est un avocat Presserechts und et qui blogue Wirtschaftsrechts, beaucoup sur les auch droits einer der de l'économie. Marktführer, richtig? Gegen den Il est Hacker-Paragraphen. Ich hoffe, das habe ich richtig gesagt, aber das il kann est er gleich contre noch les hacker korrigieren. paragraphes dans la loi allemande. Und der heute Et uns was darüber erzählen aujourd'hui, il wird, va die nous sogenannten expliquer Paragraphen der Datenhehlerei und quelque chose Transparenzrecht. sur Im la Zeitalter von Whistleblowern Datenhehlerei. ganz besonders interessant, Ça denn risque d'être très intéressant. daher auch der Titel Et Haft für Whistleblower. Ein Applaus für Ulrich Kerner. donc la prison pour les whistleblowers. Un applaudissement pour Ulrich Kerner. Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est la paragraphe sur les Datenhehlerei. C'est quelque chose qui est sur le recel de données. C'est quelque chose que les professeurs des universités utilisent dans les articles, qui approuvent des articles, comme par exemple le professeur Kalbricht, le nouveau recel des données, quelque chose qui est mal tourné. Le professeur Zingelstein de Berlin, le recel des données est mal placé. C'était des noms de papier. C'est quelque chose que le législateur a fait. Nous allons maintenant commencer par comment est-ce que ça fonctionne la loi, comment est-ce que ça fonctionne la loi pénale, sur quels sont les buts et quels sont leurs effets. Nous allons voir que protéger, qu'est-ce qui protège notre droit. Nous allons avoir les paragraphes 202D sur la gestion des lois. Et nous devons... Ensuite, on va regarder quelles sont les règles, qu'est-ce qui sera puni. On va regarder les critiques donc, de l'article du Code pénal. Puis ensuite, une petite vue sur une procédure constitutionnelle. Donc, quand on parle de droit pénal, pour commencer, donc, qui pense ici que notre ordre juridique suit des arguments rationnels. Donc, il y en a peu. J'aimerais raconter une petite anecdote qui montre qu'il y a de manière régulière que souvent, justement, il n'y a pas une grande relation avec des arguments rationnels. Donc, dem Bund, was verschiedene Kompetenzen auch im Bereich der Gesetzgebung angeht. Und unter anderem ist an die Länder gegangen, die Gesetzgebungskompetenz im Strafvollzug ont eu la compétence pour l'exécution des peines. Beim Strafvollzug l'exécution des peines. sämtliche wesentlichen Donc, Organisationen toutes les der deutschen Strafrechtspflege toutes les organisations vom Deutschen Richterbund über die Deutsche Vereinigung für du droit Jugendgerichte pénal und Jugendgerichtshilfen e.V. bis zur Bundesvereinigung der Anstaltsleiter und Anstaltsleiterinnen im Vollzugsdienst e.V. Donc, abgelehnt, dass die Gesetzgebung an die Bundesländer geht und wir damit in den Bundesländern eigene Strafvollzugsgesetze haben. Donc il y a une compétence qui est donnée enfin en gros les LAN ont chacun en fait leur propre compétence en matière d'exécution des peines. Donc il y a eu une commission d'experts avec des experts suisses qui ont été invités. Donc en Suisse, chaque canton a son propre régime de droit d'exécution des peines. Ils ont dit que ça donne énormément de problèmes en Suisse parce que par exemple s'il y a un transfert d'un prisonnier d'un canton à l'autre, parce que c'est pas exactement clair quel droit appliquer dans ce cas-là. Donc ça n'a pas vraiment impressionné le législateur allemand. Donc le droit de réunion, on l'a mis une fois pendant une réunion parlementaire un peu comme ça, et puis maintenant chaque LAN aura un droit de réunion. Donc ce droit de réunion, c'est un des quelques droits fondamentaux qu'on a dans un État démocratique. Donc, pourquoi est-ce que maintenant on n'a plus des règlements unifiés
unifié au niveau fédéral sur les droits fondamentaux. Donc, à mon avis, il n'y a pas vraiment un argument rationnel qui peut expliquer ou justifier ça. Donc, en matière de jurisprudence pénale, enfin de création législative pénale, après les attentats à Berlin, donc, on veut étendre finalement les compétences des unités, enfin des entités d'instruction. Quand on voit ce qui se passe à Berlin, donc tout ce qui a été mis à jour après l'attentat, donc tout ce que les services secrets savaient, on se demande si ça serait pas déjà suffisant avec tous les outils qu'ils ont, ou s'ils peuvent pas simplement pas bien se servir des outils qu'ils ont aujourd'hui. Donc voilà. Donc, le droit pénal, ça sert à protéger les biens juridiques. Donc, les biens juridiques ne sont pas seulement protégés par des normes de droit pénal, mais ils ont plusieurs niveaux de protection. Donc, il y a le droit civil, le droit administratif, il y a le droit pénal. Donc, en fait, la protection des biens juridiques par le droit pénal, c'est un ultima ratio. Donc, c'est le dernier instrument que le législateur a. Par exemple, les lésions corporelles par négligence. Donc, si, par exemple, si je casse une voiture, donc sans faire exprès, si je touche un piéton, je peux avoir des dommages et intérêts. Et si je blesse quelqu'un, je me rends coupable. C'est par exemple une blessure, coup et blessure. Si je détruis quelque chose, je ne suis pas pénalement responsable. Le législateur a dit que de ne pas forcément punir pénalement certaines choses. Et comme par exemple l'alinéa 51. À un moment donné, un paragraphe intéressant a été annulé. Et c'est juste, sa protection ne peut donner qu'une protection partielle s'il doit encore des libertés fondamentales qui sont garanties. Donc, si le droit pénal devrait tout couvrir, il n'y aura plus vraiment de liberté pour les citoyens. Donc, c'est ce qu'on voit. Quotidiennement, on a l'impression qu'on devrait combler des lacunes du droit pénal. Donc, on a eu longtemps, donc dans le discours fédéral, la prémisse que le droit pénal ne devrait être que lacunaire. Mais maintenant, il y a une tendance qu'on veut renforcer, en fait, enfin, augmenter les peines, qu'on veut renforcer le droit pénal et qu'on veut combler les lacunes. Donc, si on regarde, si vous êtes dans la BRD, la RFA, donc, par exemple, il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de victimes d'accidents de la route. Donc en Europe, on trouvera peu d'États où on ne peut par exemple pas comprendre pourquoi il n'y a pas de limite sur l'autoroute en Allemagne. Donc il semblerait qu'avec 110 de limite générale sur l'autoroute, on pourrait réduire drastiquement le nombre de victimes de la route. Mais il y a d'autres. Finalement, on perd complètement de vue les dangers réels pour se focaliser sur des dangers pas vraiment relevants. Donc, deux autres exemples du code pénal. Donc là, c'est les lésions corporelles, donc, qui infligent des lésions corporelles, pour être une peine privative de liberté de 1 à 5 ans ou d'une peine pécuniaire. Donc, qu'est-ce que c'est finalement les différents termes? On peut, en lisant la disposition, on peut plus ou moins savoir ce qu'on peut ou pas,
Mais avec le droit pénal moderne, on peut plus vraiment comprendre qu'est-ce qu'il en est quand on lit simplement le code. On n'arrive plus à comprendre finalement qu'est-ce qui est légal ou illégal en lisant simplement le code pénal. Donc là, c'est un exemple qu'on n'arrive malheureusement pas à lire à distance, donc on peut peut-être regarder les slides. C'est la loi sur les papiers financiers. Et on voit qu'il y a beaucoup de références vers d'autres lois et qu'il faut aller voir aussi, et il y a aussi des références vers le droit européen. Et je ne pense pas que quelqu'un soit capable de lire ce paragraphe qu'il ne connaît pas et qui a tout de pouvoir en 3 heures savoir tout ce qui est possiblement illégal. C'est au passage le seul vrai fake news. Quand on parle de fake news, ça peut permettre la manipulation des cours et c'est pour ça que c'est interdit. C'est la seule loi sur les fake news. Donc, la loi pénale devrait protéger les droits, les biens juridiques et les biens juridiques sont par exemple la santé, ce qu'on a, la propriété, la fortune. Nous avons aussi une protection juridique pour l'information. Je saute un peu plus vite. Ce sont les secrets d'État, les secrets privés, les secrets d'entreprise, la propriété intellectuelle, les droits des marques, le droit d'auteur, les données personnelles. Et nous avons aussi la protection des données personnelles, la Bundesdatenschutzgesetz, dans les paragraphes 43, 44, où est défini ce qui est protégé, et ce sont des données très spécifiques. Il est en train de lire le paragraphe. Et trop vite pour le traduire. Donc, il s'agit du contenu, de la protection du contenu. Mais nous avons aussi la protection, non pas du contenu, mais aussi une protection formelle. Ce sont des nouveaux délits. Des nouvelles dispositions pénales sur les infractions informatiques. Il y a des données qui sont protégées de manière indépendante du contenu matériel des données. Donc, en fait, c'est une protection absolue et globale. Mais par contre, il faut qu'on qu'on réalise plusieurs éléments constitutifs, entre autres, contourner un système de sécurité, etc. Donc, maintenant, on arrive gentiment à l'article 202 du Code pénal. Donc, la procédure législative, donc sur l'histoire de la loi, enfin des infractions informatiques. Donc en fait, c'est une reprise du droit européen. Il y a le droit européen et nous avons, c'était pas uniquement, mais ils ont aussi travaillé d'eux-mêmes par un brouillon de loi du Land de Hesse. Ouais, donc la traduction au droit européen doit se faire. C'est pas une loi d'application directe, elle doit être reprise en droit interne. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est donc un brouillon. C'est relativement diffus, c'est pas certain. Il y a de grosses lacunes et le législateur a vu qu'il devait protéger le commerce de données personnelles, l'identité. Qu'il devait l'interdire, le commerce de données personnelles. Surtout sous ce qui est volé, qui est copié, c'est interdit. Il est interdit de l'utiliser plus tard, comme par exemple les données des cartes de crédit. Mais les données ne doivent pas être réutilisées. Par exemple dans le Darknet, et il y a des grosses lacunes, elles ont été vues,
Et ce premier brouillon a été nommé explicitement, nommé les buts politiques des délinquants. Donc, qu'est-ce qui est effectivement réglé? Voyons rapidement. Donc, je vais... Regardons les éléments constitutifs de l'infraction. Donc, j'aimerais commencer par regarder le paragraphe 3. Donc là, il y a des règles qui sont sur quand le paragraphe 1 ne s'applique pas, donc quand l'infraction n'est pas punie. Là, on va aller expressément au chiffre 2. Donc par exemple, ne sont pas punissables les infractions qui ne servent strictement que à servir un intérêt public ou un intérêt professionnel strict. Donc voyez ici en bas, au chiffre 5, donc les personnes qui participent à la création de moyens d'impression. Bon, je vous invite à lire l'article parce que pour une traduction, on n'arrivera pas à vous suivre en live. Donc, on prévoit un privilège pour les médias hier ein befriedigendes Ergebnis dieser gesetzgeberischen Fehlleistung zu haben. Was ist hier also das Tatobjekt? Donc, c'est quoi l'infraction? Enfin, c'est quoi l'objet de l'infraction? C'est des données. Donc, là, on peut voir la définition de ce que c'est des données. C'est des données qui sont sauvegardées, des données qui ne sont pas librement accessibles. Donc, par exemple, un numéro de carte de crédit enregistré tombera là-dessus, mais par contre, le numéro de carte de crédit écrit sur un bout de papier ne tombera pas là-dessus parce que, enfin, sous le coup de cette disposition, parce qu'il n'est pas enregistré, il est écrit sur un papier. Donc, et ces données, elles doivent être accéder au travers d'un acte pénalement répréhensible qui peut par exemple être, donc, par exemple, la personne A perd un stick USB, la personne B le voit, le prend, il y a des données dessus. Donc la personne B commet un vol dans le sens qu'elle s'approprie l'objet. Donc les données ne sont pas, sont pas disponibles librement, du coup on aura quand même la réalisation de cette infraction. Donc si maintenant il trouve juste des données qu'il les regarde et puis que ça intéresse tout le monde et que ça c'est d'intérêt public, donc là à ce moment-là, donc ce que quelqu'un ou quelqu'un d'autre donne ou donne accès à un tiers pour endommager quelqu'un ou s'enrichir. Et c'est quelque chose, quelqu'un qui prend quelque chose, ça va être décidé par un procès, par un tribunal. Et quand il parle, c'est particulièrement subjectif de savoir si quelqu'un voulait s'enrichir avec ou pas. Et il n'y a pas besoin d'être... de résultat, c'est simplement l'intention suffit. Et si j'ai l'intention, si j'ai ça pour en trouver un USB et si je le vends pour 10 € à quelqu'un qui veut accéder la recette de gâteau qui est sauvegardée dessus, eh ben, je suis pénalement responsable. Donc, c'était la version rapide. Donc, ce qui est comme délit, et nous devons voir, et quelle est la critique de cette loi? Il y a eu beaucoup de critiques à la façon dont la loi a été écrite, à la juridique protégée, à la définition du recel de données, la façon et au manque de protection juridique pour les journalistes ou alors pour d'autres lois, pour le secret professionnel comme par exemple les avocats ou certains groupes qui, avec de telles informations,
qui viennent en contact avec des informations qui permettent justement de gérer, d'ouvrir, de publier des choses qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Et quelqu'un qui doit regarder est-ce qu'on doit le publier ou pas. Et c'est, par exemple, le whistleblowing, c'est justement justement la publication de données qui jusqu'à présent étaient cachées du public, mais qui doivent être ouvertes. Et il y a beaucoup de choses sur son chemin. Il y a une critique négative, même pendant les processus législatifs. Déjà, l'association des avocats du 21 mai 2015, cette loi dont je parle, elle a été écrite ensemble avec la sauvegarde préventive des données et que à certains endroits, c'était plus ou moins ajouté à l'arrache. Et les avocats disent, l'association des avocats dit que ça peut aussi gêner la presse dans son travail de tous les jours. Les journalistes accèdent généralement à des données de différents organismes et du coup ils se rendent coupables, responsables aussi de regarder ces données. Moi j'ai dit l'avis des experts sur le code d'exécution des peines. Donc, là, on a renoncé finalement à consulter les experts sur la question. L'organisation des FAO a décidé justement de ne pas tenir compte de l'avis des experts, donc ce qui a donné lieu à pas mal de polémiques. Alors que, en plus de ça, il s'agit d'un domaine très sensible. Avant, j'ai un peu fait d'introduction aux biens juridiques qui sont protégés par les dispositions pénales. Donc, on a des lois pénales qui protègent déjà les données sans regard au contenu matériel de la donnée. Donc, il y a un secret des données formelles. Un secret formel qui n'est sinon pas dans la loi. Je vais citer le professeur Stuckenberg, qui a au début dans son information, dans son article, et que ce droit juridique, ce bien juridique, n'existe que dans la loi et ne devrait être qu'un droit aux données. Et il y a beaucoup de guillemets, ça va trop vite. Désolé. Donc, qui a le droit d'utiliser les données et qui ne les a pas. Et c'était juste pour savoir d'où viennent les citations. Et ça va être très bien protégé. Un bien juridique discutable qui est protégé de manière très large déjà. Donc, voilà. Il y a aussi une analogie erronée au Russell. Donc ça, c'est d'une vue dogmatique ou doctrinale que dans nos données, on parle de Russell, parce que le Russell, normalement, se réfère qu'à des objets matériels. Donc, quand quelque chose est volé, normalement, en tant que propriétaire légitime, on aurait à le recevoir en retour. Mais quand c'est vendu de Rustler en Rustler, ça devient pour moi de plus en plus dur de récupérer ma propriété. Mais quand les données sont copiées, je ne perds pas la propriété sur mes données. Je les ai encore toujours, je peux encore en disposer librement. Donc j'ai peut-être plus l'exclusivité, mais j'ai encore une distribution pleine. Mais si quelqu'un le fait que quelqu'un les revend, le fait que quelqu'un, en revendant les données, rend plus difficile pour moi de récupérer mes données, ne s'applique pas à ce cas-là. Et donc, en ce sens-là, l'analogie avec le Russell est erronée. Surtout aussi, les éléments constitutifs sont interprétés de manière beaucoup trop large. Donc,
parle d'une double séparation des données. Je n'ai pas très bien compris de ce qu'il voulait dire. Mais... Donc, c'est très spécifique, très certaines données, ou que les données sont protégées spécifiquement, ou que la personne qui l'auteur est obligée de vraiment travailler pour accéder aux données. Donc, tous les gens qui sont de la presse ou tous les gens qui sont contents de voir ce qui se passe quand on a un whistleblowing et ceux qui aimeraient que la démocratie continue à fonctionner critiquent la définition, cette définition qui est beaucoup trop petite. Comme par exemple, les personnes qui ont le secret professionnel a été signifie nous avons un problème au niveau du micro. Que c'est ceux qui sont de façon professionnelle, qui sont protégés par le secret professionnel. Mais tous les blogueurs, qu'est-ce qui est par tous les journalistes? Qu'est-ce que sont ceux qui font ça à côté de ça, qui font ça de façon bénévole, parce qu'ils pensent parce qu'ils se battent pour la justice, parce qu'ils s'engagent pour la démocratie? Tout cela ne sont pas protégés. C'est non plus, ça n'est pas non plus c'est pas, et s'il n'y a pas de publication, ça n'est pas protégé non plus. Les avocats doivent aussi, ont une formulation qui est très propre, qui est relativement qui ressemble beaucoup. Donc, c'est le deuxième paragraphe qui est affiché là. C'est très... ça parle de pornographie infantile, de pornographie. Et la personne qui en possède, mais un avocat qui défend doit aussi voir doit participer à l'administration des preuves et donc devra être mis en contact avec ça. Donc, on a eu récemment un cas où un défenseur avait des informations qu'il a dû transmettre à quelqu'un afin qu'il puisse établir un témoignage pour la défense. Et à cause de ces agissements, l'avocat a été condamné. Et c'est ce qui rentre aussi dans l'article 184 du Code pénal. Parce qu'on veut éviter justement ceux qui sont soumis au secret professionnel ne sont pas listés de manière explicite dans l'article, ne diront donc pas d'une exclusion spéciale. Donc ici, on s'intéresse justement, on protège les médias, mais on oublie beaucoup d'autres professions qui pourront aussi être, de par leur métier, en contact avec des données qui tombent sous le coup de ces dispositions pénales. Donc, ce n'est pas acceptable puisque c'est de nos jours, c'est encore plus important qu'avant d'avoir toutes ces informations. Surtout quand on pense à ce qu'Edward Snowden et ce qui serait passé si Snowden n'avait pas fait ce qu'il a fait et que le monde ne savait pas ce que la NSA fait. Et le monde serait, à mon avis, un petit peu différent. Un autre exemple sont les LuxLeaks, où le Luxembourg a permis à certaines sociétés de ne pas payer de taxes, d'impôts. Et ça a été au défi du... ça, au fait, finalement, on est à la barbe du contribuable européen. Okay, des choses. Et du coup, les États n'ont pas d'argent pour faire ce qu'ils devraient faire, ce qui est en fait leur boulot. Donc, c'est les Luxembourg Papers. On peut imaginer ce qui serait passé s'ils n'avaient pas été publiés. Mais il y a 2 personnes qui ont été
été condamné à la prison et c'est de façon démocratique très inacceptable, de même que la façon dont l'Union européenne fait des négociations secrètes. Des négociations secrètes posent un problème finalement d'intérêt général parce que les citoyens ne seront plus informés des débats législatifs. Donc à cause de ça, le délai qui a fini dimanche passé, donc au 16, donc le délai qui a échu pour déposer finalement une plainte constitutionnelle par l'article. Moi-même, j'ai lancé une procédure constitutionnelle pour discuter. Donc pour moi, je me sens limité de manière anticonstitutionnelle, non pas dans mon seul métier, mais aussi dans d'autres positions. Ce werden d'autres personnes en attendre. Et attendez 2-3 semaines, j'ai pas encore le droit d'en dire plus, mais ça va être par le tribunal constitutionnel. Il y a beaucoup de plaintes constitutionnelles qui ne sont même pas prises et qui ne sont pas prises en compte. Mais comme par exemple le hacker paragraphe, j'en ai écrit une plainte constitutionnelle, mais ça n'a pas été pris en compte. Mais cette fois-ci, tout n'est pas. Donc ça doit être défini de façon que les définitions doivent être de façon constitutionnelle. Le tribunal constitutionnel, j'espère qu'ils vont voir que c'est important et voir ce qui est de données qui sont secrètes et que j'espère que que cette loi est un danger pour la liberté de la presse et ainsi que pour beaucoup de métiers. Merci beaucoup. Nous avons des questions pour peut-être une question. Ok, nous n'avons pas de questions. Merci beaucoup. Donc, c'était de la prison pour les whistleblowers. Bonne journée. Donc, si, il semble y avoir une autre question. S'il y a une question. Ah non. À propos d'Internet, pourquoi est-ce que le fichier USB pris sans dessin d'enrichissement tombe aussi sous le coup de la loi sur la protection des données? Donc moi j'ai dit que finalement un objet un média stockage approprié contient des données qui n'étaient jusque-là pas disponibles. Donc là, c'était une pré-infraction possible qui est dans ce cas-là donc le vol, l'appropriation illégitime. Donc, là, on a une définition générale parce qu'on parle de données qui ne sont pas accessibles de manière publique. Donc ça, c'était l'exemple. Donc, le fait de s'approprier de manière légitime d'un cycle USB, donc si là, il y a des données qui sont dessus, qui ne sont pas accessibles publiquement, donc, par exemple, il peut y avoir quelqu'un qui écrit chaque jour la météo, qui l'écrit, mais ça c'est des données qui ne sont pas... On peut en prendre le contenu des données, donc s'il écrit qu'est-ce qu'il a mangé le matin, c'est quand même des données qui ne sont pas disponibles publiquement et qui sont dont s'approprient par un acte répréhensible pénal, parce que là c'est une appropriation légitime. Et ça, c'est le prérequis pour qu'on puisse arriver plus loin, parce qu'il faut d'abord une infraction pour s'approprier les données. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on tombe sous le coup du recel de données. Donc si on revend finalement les informations dans le petit déjeuner du monsieur, on tombera sous le coup du recel de données. Merci à l'Internet et bonne journée. Donc, c'était la prison pour les lanceurs d'alerte.